Donc nous allons démarrer cette table ronde autour de la souveraineté, et notamment lorsqu'il s'agit de l'hébergement des SI sensibles. Donc on a comment dire, initié cette table ronde notamment suite aux dernières actualités et il y a quelques semaines, je crois début juillet, l'ANSSI qui publiait effectivement un genre de rapport, c'est ce que tu m'expliquais Sylvain, pour justement essayer de cadrer, de réexpliquer, de sensibiliser un petit peu sur les typologies de cloud souverain. Alors Euh, oui, c'est ouais, effectivement, l'ANSSI a mis à jour son SecNum Cloud 3.2. Voilà. c'est ça, exactement. Donc on va en discuter, on va échanger justement sur tous ces sujets. N'hésitez surtout pas à poser vos questions, effectivement, dans le chat, hein, si vous en avez. Alors très rapidement, je démarre donc cette table ronde s'inscrit dans une série de ressources en fait que l'on met à disposition. Alors des ressources à télécharger, des livres blancs, des articles de blog, bien sûr, qui sont publiés très régulièrement sur notre site internet. Et puis d'autres tables rondes. Voilà, on a un agenda assez ambitieux qu'on propose à nos prospects et à nos clients. Donc notamment les prochaines tables rondes autour de la feuille de route des projets d'IA générative. Comment passer de la vision au plan d'action. On a également une table ronde fin septembre sur la maturité DevSecOps. Et puis, début octobre, une table ronde autour de la gestion de l'obsolescence, qui est un vrai sujet, et notamment comment préserver son legacy avec Citrix. Donc, semi-sujet à la fois stratégique business et qui couple aussi un regard technologique. Et puis on a également des meet-up qui sont plutôt des genres de masterclass en fait où on aborde des fonctionnalités et des solutions plutôt techniques avec des démos, etc. Donc il y en aura deux fin du mois, une autour d'autopilote V2 et puis une autre autour des conditional access dans Entra ID. Et ces meet-up, ce sont des meet-up qui sont assurés par nos consultants, qui sont chez le client, qui manipulent ces outils toute la journée et qui livrent un retour d'expérience du coup pour accompagner la communauté justement dans la maîtrise de ces outils. Euh, Synapsys, en quelques mots, donc nous, on est un acteur de référence spécialisé dans la transformation des infrastructures IT. Donc, on est une société de services. On accompagne nos clients, essentiellement des grandes entreprises françaises, dans justement leur projet d'infra. Alors, tout au long de leur projet, hein, de la phase du conseil, d'audit, jusqu'à la mise en œuvre, la formation, la maintenance également des solutions qui ont été mises en place. Et puis, nous avons un certain nombre d'expertises spécifiques, notamment sur tout ce qui est digital workplace, cloud DevOps, cybersécurité et également data. Donc 180 consultants, on existe depuis une douzaine d'années, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, etc. Et puis une présence en France sur l'île Paris et Lyon, et également un bureau à Kuala Lumpur. J'ai le plaisir donc du coup aujourd'hui d'être avec Philippe et Sylvain. Et puis voilà, l'objectif c'est de parler de souveraineté. Est-ce que vous voulez peut-être dire quelques mots sur votre parcours, Philippe? Oui, bah, bonjour à tous déjà. Donc moi je suis architecte cloud et ça fait à peu près 24-25 ans que je suis déjà dans le domaine de l'informatique et j'ai fait différents métiers donc qui m'ont amené justement à être architecte depuis quelques années maintenant. Voilà. Et donc, pareil que Philippe, je suis moi aussi architecte cloud. Ça fait pas 24-25 ans, ça fait un petit peu moins, une vingtaine d'années que je travaille et je suis passé par un grand cloudeur qui s'appelle AWS. Exactement. Donc, merci donc pour cette petite intro. Donc, quel cloud souverain choisir pour héberger ces SI sensibles? Donc, c'est le sujet aujourd'hui qui nous rassemble. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez dans le chat. Petit contexte, Sylvain, je te laisse la main. Et donc, pour démarrer, en introduction, c'est commencer par se poser une question qui finalement est relativement simple, c'est qu'est-ce que la souveraineté? Et quand on parle de souveraineté, la difficulté qu'on va avoir assez rapidement, c'est de comprendre quelles vont être les contraintes qu'on peut avoir à un moment ou à un autre sur son matériel et sur ses données. C'est pour ça que sur ce slide est affiché une pyramide de gradation dans la difficulté d'héberger ces données dites souveraines et ces applications souveraines.
On va commencer par un hébergement dans une zone géographique unique. Alors ça peut être la France, ça peut être l'Europe, ça peut être l'Asie, ça peut être les États-Unis, ça va dépendre de chacun de vos typologies d'usage. J'imagine que quand on parle de souveraineté en France, on va plutôt parler d'hébergement en France. Et puis une fois qu'on a un hébergement dans un pays unique, on va passer à l'étape d'après, cette fois-ci, c'est opérer dans un unique pays. C'est-à-dire que quand on parle d'opération, ça va être gérer l'entièreté de la plateforme qui héberge vos données et vos applications dans un pays unique. C'est-à-dire que on pourrait prendre comme exemple les grands clouders américains qui ont des équipes tout autour de la planète et par conséquent, leurs infrastructures ne sont pas opérées dans une zone géographique unique, mais c'est opéré tout autour de la planète. Ça va être l'Inde, la Chine, le Japon, les États-Unis, l'Irlande, pour les quatre plus connus. Et quand on parle aussi de cloud souverain, il faut bien penser à une autre étape, c'est la partie contrôleur. Quand on déploie une plateforme et une infrastructure de cloud, on a des hébergements qui sont dans un pays, mais qui peuvent être contrôlés. Et quand je dis contrôlés, ça veut dire mis à jour, déployé, développé dans une autre zone géographique. Et ça peut être fait ailleurs aussi. On pourra citer par exemple Microsoft qui a des hébergements en France, en Europe, mais les contrôleurs sont hébergés aux États-Unis. Et les contrôleurs, c'est ce qui va permettre de déployer les nouvelles versions de vos différents composants. C'est aussi ce qui va permettre de poser des contraintes de sécurité. Par exemple, quand on est sur de la gestion de vos identités, c'est unique autour de la planète quand on est dans un cloudeur international. Et cette gestion d'identité unique, elle est faite dans le pays d'origine du cloudeur. Donc pour les trois grands américains, ça va être aux États-Unis. Pour les d'autres, ça va être la Chine, la France, l'Allemagne ou l'Italie. Donc ça, c'est vraiment les trois premières grandes contraintes. Et puis après, on a des contraintes qui sont très très complexes cette fois-ci à mettre en place. C'est où les infrastructures logicielles qui servent à déployer son cloud souverain sont-elles développées? Quand on peut les faire développer dans un pays unique, c'est très très rarement vrai, parce que la plupart du temps, les clouders vont démarrer avec des outils open source, et un outil open source, c'est un développement international. Et enfin, le dernier point, et non des moindres, c'est vraiment la contrainte la plus forte, c'est avoir son matériel qui est développé dans un unique pays. Ça n'existe quasiment pas. Ça a eu existé, mais ça n'existe plus. On a toujours une puce qui vient probablement de Chine, Taïwan ou du Vietnam qui est toujours existante. Donc voilà, donc vraiment, c'est une liste de contraintes qui est très complexe à mettre en place. On va du plus simple, c'est-à-dire l'hébergement dans un pays unique, au plus compliqué, développer son matériel dans un pays unique. Et pour passer sur l'ensemble des contraintes que l'on peut avoir côté hébergeur et côté client, je vais laisser la parole à Philippe. Merci Sylvain. Mais en tout cas, c'est intéressant ce que tu dis parce que finalement, la souveraineté, c'est pas une seule chose, quoi. Il y a plein de sous-couches, entre guillemets. Exactement. C'est un vrai oignon. Est-ce que c'est pour ça que justement, c'est un peu pas illisible, mais enfin, c'est pas clair. C'est pas clair pour tout le monde en fait. Et exactement, ce qui rend la difficulté, c'est quand on parle de souveraineté, c'est un peu un mot valise où on peut mettre beaucoup de notions à l'intérieur, et en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de catégories de souveraineté, et ça rend effectivement les choses très complexes. Oui, et Et pour donc, je rajouter laisse la main à aussi, Philippe. ouais, pour rajouter aussi un mot sur la slide précédente, c'est qu'en fait, Oui, tout est en perpétuel mouvement. Donc, d'accord. c'est pas évident, ça rajoute une couche de complexité. Ok. Donc, pour revenir justement sur la partie donc cloud souverain, il y a quels sont les facteurs qui sont à l'origine du cloud souverain en fait? Donc, il y en a plusieurs. La première, c'est tout ce qui est préoccupation liée à la sécurité des données. Donc, on a pu voir récemment, on en entend souvent parler donc, du cas de cyberattaque ou de multiplication des cyberattaques à grande échelle. Justement, toutes ces attaques a mis en évidence la vulnérabilité des données qui sont stockées sur des infrastructures cloud qui peuvent être à l'étranger. Donc ça, c'est un des points qui est à l'origine. Le second, c'est aussi l'espionnage industriel. On peut le voir chez Renault ou chez d'autres grosses structures françaises où on s'est rendu compte qu'il y avait de l'espionnage industriel et que les données sensibles pouvaient aussi être détournées à des fins d'espionnage économique pour transférer aussi de la donnée à l'étranger et puis copier ce que nous on fait en France en fait.
Alors, petite info sur ce sujet-là, des Nord-Coréens se font embaucher dans des entreprises américaines en ce moment pour aller récupérer des informations des fameuses entreprises nord-américaines. Mm, Mmh. exact. Ensuite, il y a la souveraineté numérique au niveau des facteurs d'origine du cloud souverain. Donc, il y a aussi cette dépendance, comme l'a évoqué Sylvain il y a quelques minutes, cette dépendance technologique qui est excessive envers les géants du numérique américains et chinois. Et en fait, tout ça, ça suscite des inquiétudes sur la souveraineté technologique des États. Donc, ça, c'est vraiment le point majeur, c'est voilà sur quoi repose le cloud. Déjà, première chose, c'est le hardware. Donc déjà, si à ce niveau-là, il y a un souci, on est déjà mal parti. Ensuite, toujours pour continuer sur la souveraineté des données, il y a la protection des données personnelles. Donc ça aussi, c'est le gros sujet, où justement, donc, maintenant, la plupart des citoyens sont de plus en plus conscients de l'importance de protéger leurs données personnelles, parce que en fait, elles peuvent être vendues ou exploitées ou partir sur du dark web. Et justement, cette prise de conscience a permis de mettre en place un cadre réglementaire plus strict. Donc par exemple, il y a eu il y a quelques années donc le Schrems 1 en 2014, puis Schrems 2 en 2019 qui a invalidé justement le Safe Harbor de 99 et le Private Stack de 2015. Et tout ça a permis justement une prise de conscience globale, on va dire, du moins en France et en Europe. Et enfin, tout ce qui est réglementation nationale et internationale. Donc voilà, nationale, donc il y a le règlement général de la protection des données, donc ça je vous apprends rien. Donc ça a renforcé justement les exigences en matière de protection des données à caractère personnel, et ça a poussé justement les entreprises à revoir leurs copies, à revoir toutes leurs pratiques. Et enfin, les lois nationales, donc il y a de nombreux pays qui ont adopté des lois spécifiques pour réglementer l'utilisation des données et renforcer justement la sécurité informatique. Voilà. OK. Hop, hop, Ouf! Donc tous ces facteurs suscitent aussi quand on réfléchit à la mise en place, ça suscite des contraintes. Donc les contraintes côté hébergeur, il y en a quelques-unes. Alors on ne les a pas toutes citées, mais on a cité les plus majeures. La première, c'est le coût élevé, c'est-à-dire les investissements initiaux, donc c'est-à-dire la construction des différentes zones de disponibilité et la maintenance. Et tout ça, ça implique des coûts considérables en matériel, en logiciel, en ressources humaines. On redétaillera un peu plus ça après. Il y a aussi les économies d'échelle, donc les grands acteurs du cloud qu'on connaît, on n'est pas obligé de les citer, mais on les connaît tous. Ils ont des facilités à bénéficier de ces économies parce qu'ils ils ont une empreinte beaucoup plus grosse que les petits, on va dire, enfin que les clouds souverains, qui sont par définition un peu plus petits en termes d'empreinte. Et justement, ils peinent à atteindre une certaine rentabilité du fait de leur taille et aussi à négocier des tarifs avantageux lorsqu'il s'agit d'implémenter le matériel. Et enfin, sur la partie coûts, des coûts récurrents qui sont importants liés aux mises à jour technologiques pour rester à la pointe et ne pas se faire distancer par rapport à un autre clouder. Sur le deuxième point, il y a la complexité technique. Au niveau toujours des contraintes hébergeurs, il y a la conformité et la certification. Sylvain en a parlé un petit peu tout à l'heure aussi. Les hébergeurs, ils doivent répondre à certaines normes et des certifications spécifiques pour garantir une sécurité et une conformité aux exigences locales. Excusez-moi, je vais y arriver. Donc tout ça, ça implique d'être régulièrement à jour et de dédier des équipes sur chaque domaine justement pour garantir cette sécurité auprès de leurs clients. Et c'est aussi l'image du clouder aussi qui peut en prendre un coup s'il y a un souci. Ensuite, il y a un côté interopérabilité, qui est aussi un défi majeur de nos jours, donc pas que dans le cloud souverain, mais dans le cloud en général, pour pour faire les interopérabilités entre les différents CSP. Et enfin, comme je l'ai dit juste avant, c'est aussi la maîtrise des compétences, donc savoir des formations spécifiques, et peut-être rares dans certains endroits, sur certains composants à acquérir. Ensuite, il y a les offres de services limitées. Ces offres de services, elles peuvent être limitées chez les différents clouders et elles peuvent varier d'un clouder à un autre. Quand je parle de clouder, c'est le cloud souverain. Donc le catalogue de services, il est moins étendu quand on le compare aux grands acteurs du marché. Donc ça aussi, ça peut être un frein dans la sélection. Et aussi, certaines entreprises ont aussi des réticences à adopter un cloud souverain à cause d'un manque de fonctionnalités avancées. Donc l'un dans l'autre, ça peut faire pencher la balance dans un sens ou dans un autre pour y aller ou pour ne pas y aller. Et enfin, la dépendance aux fournisseurs locaux, à savoir que le nombre de fournisseurs souverains est généralement restreint. Et ça peut donc limiter le choix des entreprises. Ça rejoint justement l'offre de services limitée. Et pour terminer sur la partie
La contrainte côté hébergeur, c'est le risque de concentration, c'est-à-dire qu'une trop forte concentration d'offres peut créer une situation de monopole et aussi un peu limiter la concurrence entre. Voilà. Est-ce que Sylvain, tu veux ajouter quelque chose? Non, non, c'est très clair, hein, pas de points supplémentaires. Ok. Bah, on peut passer maintenant à la slide suivante, s'il te plaît, Nathalie. Ça y est. Voilà, super. Donc il y a aussi des contraintes côté client. Donc le déploiement d'un cloud souverain, même si ça offre beaucoup d'avantages en termes de sécurité et de souveraineté, soulève également un certain nombre de contraintes pour les clients. Ces contraintes, elles peuvent être liées à différents facteurs, comme techniques, j'ai un petit peu évoqué avant, économiques et organisationnelles. Donc du côté des contraintes techniques, on a donc comme je l'ai dit un petit peu avant, ça se recroise aussi un petit peu avec la partie contrainte hébergeur, c'est l'interopérabilité. C'est-à-dire que voilà, si on veut faire des intercontres entre plusieurs infrastructures de fournisseurs de cloud, ça peut être compliqué et ça peut complexifier la migration des données des applications. À noter, qui semblerait, alors ça j'ai pas pu tester, c'est que la réversibilité des données semblerait être plus simple dans le cas d'un cloud souverain. Donc ça c'est à tester, mais c'est ce qui ressort assez souvent lorsque j'échange avec des personnes qui travaillent dessus. Il y a aussi donc le catalogue de services restreints, donc ça j'en ai parlé aussi avant, mais ça impacte directement le client. C'est-à-dire que voilà, elle est souvent moins étendue que les grands fournisseurs du marché, et donc les clients se retrouvent limités et s'orientent plutôt vers un autre fournisseur plutôt qu'un autre. Ensuite, il y a la performance. Donc chez les grands fournisseurs de CSP, ils ont des énormes data centers, il y a des assets un peu partout. Enfin, vraiment, ils ont ce qu'il faut pour absorber la charge et absorber une charge conséquente. Et c'est pas forcément le cas des clouders dits souverains. Souvent, ils peuvent avoir du mal à certains moments à exécuter des grosses charges d'application ou de calcul. Ils peuvent avoir des soucis justement à maintenir cette charge et à la faire grossir. Voilà, parce qu'ils ont un peu moins d'argent, même s'ils sont assez sponsorisés. Enfin, voilà, il y a des accords entre les gens qui font du cloud souverain, mais voilà, on peut avoir des limitations à ce niveau-là. Et il y a aussi la complexité de gestion. Cette complexité de gestion, elle peut être complexe pour les entreprises qui ne disposent pas justement des compétences techniques nécessaires. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi former les équipes aux différents steps d'utilisation du cloud souverain. Donc ça demande aussi des moyens financiers importants pour les entreprises qui souhaitent justement bénéficier d'un cloud souverain. Ensuite, il y a l'équilibre entre la sécurité et l'accessibilité. Un cloud souverain, par définition, c'est un peu plus contraignant qu'un clouder dit, on va dire, vraiment public comme AWS ou Azure. Il y a plus de contraintes parce qu'il doit répondre à des exigences locales. Donc il faut une sécurité renforcée et donc des mesures renforcées qui limitent justement l'accès aux données, et malheureusement, ça peut aussi avoir un impact sur les performances. Donc il faut peser bien le pour et le contre. Et enfin, la flexibilité, où les environnements cloud souverains doivent être suffisamment agiles pour répondre aux besoins évolutifs des entreprises. C'est-à-dire qu'ils doivent aussi s'adapter aux besoins du client. Ensuite, il y a les contraintes économiques et les contraintes organisationnelles. Donc les contraintes économiques, le coût d'un cloud souverain est généralement un peu plus élevé parce que c'est un peu plus. Sylvain, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais par rapport à un AWS qui a des tarifs de low, de gros, qui a plus d'optimisation, sur la partie, on va dire, cloud souverain, ça peut être un peu plus délicat. Je ne sais pas ce que tu en penses là-dessus. Il n'y a pas d'économie d'échelle en fait dans le cadre il y a peu d'économie d'échelle dans le cas des fournisseurs de cloud souverains. Tu en as beaucoup parlé aussi précédemment. Avoir des plateformes de cloud tout court, c'est des investissements qui peuvent être très très lourds. Quand on parle d'Azure et d'AWS, on parle de centaines de data centers, sachant que par data center, on parle de coûts autour de milliards d'euros. Donc ça fait des investissements qui sont colossaux. Et les acteurs de cloud souverain n'ont pas forcément l'assise économique suffisamment large pour avoir cette typologie de financement. Donc c'est pour ça qu'on on parle souvent, Philippe en a parlé juste avant, d'aide étatique pour fournir ce genre de service. C'est ça. Et donc pour rebondir là-dessus, donc ça nécessite donc des investissements initiaux conséquents parce que faut se réadapter à des nouvelles applications et transférer sa donnée. Donc voilà, ça nécessite beaucoup de travail en amont et anticipé. Voilà. Sur la partie contrainte organisationnelle,
Donc ça impose quoi? Ça impose un changement de culture. C'est-à-dire que passer sur un cloud souverain, ça fait c'est un peu une sorte de révolution interne. C'est-à-dire que la plupart des gens connaissent, AWS, Azure et puis GCP. Mais là, quand on sort un peu des sentiers battus, là, on se rend compte que, il y a peut-être aussi pas, les gens peuvent être un peu réticents au changement. Donc, ça implique aussi, voilà, un changement de culture en interne et d'appréhender, d'aller peut-être plus profondément dans certains thèmes comme la sécurité ou la gestion des données, aller plus loin, justement parce que, voilà, il y a des lois qui s'imposent et on doit être régulé d'une certaine façon. Donc former les équipes, ça j'en ai parlé et aussi, principalement adapter ses processus. Donc les processus, internes, là, pour la plupart, ils doivent être revus et adaptés pour prendre en compte justement les spécificités d'un cloud souverain. Je sais pas ce que tu en penses aussi là-dessus, Sylvain, mais pour moi, c'est quelque chose qui est mandatory, quoi, hein. Si, je suis totalement d'accord, hein. Quand on parle de passage à un cloud souverain, ça veut dire qu'à un moment, les processus de sécurité, les processus de gestion de ces données doivent être revus, voire doivent être définis, ils sont pas forcément toujours en place, ce qui signifie que d'un point de vue organisationnel, ça nécessite une refonte et une revue de l'intégralité de son organisation. En tout cas, sur la partie IT. C'est pas forcément vrai sur la partie métier, mais sur la partie IT, c'est sûr et certain, Oui. il y a un impact qui va pas être négligeable. Tout doit être revu, enfin oui, tout doit être réaudité justement pour aller vraiment, à la cible. Ça c'est vraiment très important. Ensuite il y a d'autres contraintes, donc là on n'a pas tout listé non plus parce que c'est pas non plus un pros and cons sur le sur le cloud souverain, mais il y a d'autres contraintes, ce qui est donc comme j'en avais parlé tout à l'heure un petit peu aussi, la dépendance sur les fournisseurs locaux. Donc justement, le nombre de fournisseurs est quand même assez limité globalement, hein, que ce soit en France ou en Europe. Et donc justement, le client, il peut se retrouver un peu, dépendant d'un fournisseur et justement, ça limite un peu son pouvoir de négociation s'il pouvait éventuellement négocier quelque chose. Ensuite, il y a la partie référentielle. Sylvain en a parlé tout à l'heure en préambule sur la partie SecNum Cloud, donc qui est donc un référentiel élaboré par l'ANSSI et qui propose justement un ensemble de règles de sécurité à suivre pour garantir un haut niveau d'exigence, tant du point de vue technique qu'opérationnel ou juridique. Donc c'est important justement de les respecter. Donc c'est une contrainte, mais c'est une bonne chose qu'il y ait cette contrainte. Parce que sinon, c'est autant aller sur le cloud privé, public, pardon. Donc ce qui se passe, c'est que quand on opère là-dessus, sur ce genre de technologie, donc sur du cloud souverain, on fait appel principalement aussi à des prestataires. Ces prestataires, justement, ils vont proposer une offre informatique et ils doivent présenter aussi une bonne hygiène informatique. C'est très important et se conformer justement au droit européen ou Français? au droit qui s'applique, droit français, exactement. Donc ça, c'est vraiment la partie la plus importante quand on est une société qui a justement qui doit se référer à des réglementations particulières. J'en avais aussi parlé tout à l'heure, c'est la réglementation en matière de protection des données. Justement, elle est en constante évolution et ça peut entraîner justement des modifications fréquentes des pratiques et des procédures. Donc c'est ce que je disais aussi, c'est qu'il est important de dédier quelques personnes justement sur la veille, sur les différentes couches pour pouvoir avoir quelque chose d'assez réactif, en cas d'audit par exemple, hein, et pour répondre justement aux besoins des clients. Voilà. Et pour revenir justement aux besoins des clients, le domaine le domaine d'activité de l'entreprise, c'est-à-dire le client. C'est-à-dire qu'en fait, chaque entreprise a son domaine d'activité et ce domaine d'activité, il va être classifié en quelque sorte. Par exemple, une contrainte juridique sera différente si c'est une OIV, c'est un opérateur d'importance vitale pour la France. Donc ça peut être, par exemple les banques, ça peut être, enfin voilà, tout ce qui est hôpitaux et autres. Donc tout ça, ça va revêtre ça va revêtre justement une importance différente, en termes de contraintes juridiques. Et ce sera aussi différent si c'est du secret défense ou si c'est du secret des affaires. Donc tout ça, il faut bien le prendre en compte, avant de choisir son fournisseur de cloud souverain. Voilà. Nathalie, tu peux switcher sur la slide suivante, s'il te plaît. Donc qui dit cloud souverain, là je vous apprends rien, dit responsabilité partagée. La responsabilité partagée, c'est quelque chose qu'on entend tout le temps, de toute façon, que ce soit sur du cloud public, du cloud privé, mais surtout sur le cloud souverain. Donc
ça revêt justement une dimension particulière, parce que justement, comme je le précisais juste avant, il y a des réglementations locales qui imposent des exigences spécifiques en matière de sécurité et de protection des données. Donc la première responsabilité, c'est la responsabilité renforcée du fournisseur. C'est-à-dire qu'il va devoir se conformer à un cadre réglementaire strict, plus strict que dans un cloud public, et mettre en place des mesures de sécurité renforcées. Et il doit pouvoir communiquer en cas de faille ou autre, ou en cas d'incident, rapidement. C'est comme ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite, il y a la partie client, c'est-à-dire que le client, lui, il a une responsabilité aussi accrue dans l'exploitation du cloud souverain. Il doit justement être vigilant, ce client, et mettre en place donc des procédures, comme on l'a dit avant, et mettre en place surtout des bonnes pratiques de sécurité pour protéger ses données, et donc revoir régulièrement ses process et faire de la veille, comme j'ai dit juste avant, pour détecter toute évolution et tout changement qui pourrait impacter justement son cloud souverain. Donc ces enjeux, ils peuvent être, comment on pourrait dire, abordés en plusieurs points. D'un côté, il faut trouver un équilibre qui est délicat, justement, entre les responsabilités du fournisseur et du client pour garantir justement une sécurité optimale. Et aussi, donc le client, d'un côté, en termes d'enjeux, il doit être conscient de ses responsabilités et prendre des mesures nécessaires pour protéger ses données. Et on va dire la cerise sur le gâteau là-dessus, c'est une collaboration étroite entre le fournisseur et le client. Donc ça, c'est un point qui sera aussi très important à auditer quand vous serez à la recherche d'un fournisseur de cloud souverain. C'est cette relation qu'on va voir justement en tant que client avec son fournisseur et le fournisseur avec son client, voir comment on peut garantir justement la réussite de la mise en place de cette responsabilité partagée. Voilà. Et voilà, Sylvain, si tu veux rajouter quelque chose sur la partie responsabilité partagée. Non, tu as quasiment tout dit. Effectivement, c'est très très proche de ce qu'on a en termes de responsabilité partagée avec un cloud public classique. Et de côté client, il y a énormément de contraintes à bien prendre en compte sur la partie gestion de ces données, vérification de ces applications, être bien certain que les données qu'on y met sont bien des données souveraines. Et comme ça apporte aussi énormément de contraintes, il faut bien songer au fait que vous pouvez avoir un fournisseur de cloud souverain plus un fournisseur de cloud classique à côté. Oui, tout à Ok, fait. merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette partie. Sylvain, tu voulais faire un petit tour d'horizon Oui, alors des différents hébergeurs. voilà, alors des différents hébergeurs. Donc là, c'est un tableau qui n'est pas exhaustif, mais ça permet de représenter l'idée qu'il y a que quelques fournisseurs de cloud souverain existent. Il n'y a pas uniquement les trois grands fournisseurs de cloud que sont Microsoft, Amazon et Google. On a aussi des acteurs locaux. Alors le plus connu, c'est Outscale de Dassault. Pourquoi c'est le plus connu? Parce que c'est l'un des fournisseurs qui est justement Secnum Cloud 3.2 qui a été validé par l'ANSI. On a aussi des acteurs locaux pas forcément aussi connus, mais c'est Scaleway. On en parlait juste avant. Quelqu'un dit et OVH. Oui. Ah, alors OVH. OVH fait aussi partie des acteurs. Alors, c'est pas tout à fait on en parlait aussi juste avant. Ouais. C'est pas tout à fait du cloud souverain parce que OVH fait ses opérations, sa localisation et son contrôle en France, mais ne se vend pas comme étant un fournisseur de cloud souverain. La partie intéressante dans ce tableau, c'est aussi la partie qui est tout à droite sur la partie localisation. Au tout début, quand on a commencé cette présentation, on a expliqué qu'il y avait différentes étapes dans la souveraineté. Et ce qui est intéressant de voir dans ce tableau, c'est qu'on n'a jamais les deux dernières, à savoir le logiciel développé dans un pays unique ou dans une zone géographique unique et le matériel développé dans une zone géographique unique. Dans tous les cas, on a souvent les opérations et la localisation qui sont faites dans une zone géographique unique. Parfois, les contrôleurs sont déployés en France. C'est le cas d'Outscale, c'est le cas de Scaleway et c'est le cas aussi d'OVH. Ça n'est pas le cas de Sense, qui est un partenariat entre Thales et GCP, qui a ses opérations et la localisation des données en France, mais les contrôleurs restent aux États-Unis. Et dans d'autres cas, on a aussi alors Amazon qui a annoncé et commence à déployer un cloud souverain européen, et eux, ils vont créer une nouvelle instanciation de l'intégralité de leurs services déployés en Europe. Et ça rejoint ce que disait Philippe tout à l'heure, à savoir les coûts de démarrage d'un fournisseur de cloud sont colossaux. Ces coûts de démarrage étant
très important, AWS fait une localisation, non pas sur un pays, mais sur une zone géographique un peu plus étendue. On est en Europe. Il y a un acteur aussi qui est intéressant, qui commence à pointer le bout de son nez, c'est Lidl, qui a ses hébergements hébergés en Pologne et en Allemagne, et qui fait ses opérations. L'ensemble de ces opérations, l'intégralité des données et des infrastructures sont localisées en Europe, et les contrôleurs sont aussi localisés en Europe, parce que l'intégralité de leurs infrastructures sont en Allemagne et en Pologne. Et enfin, le dernier acteur, qui a aussi fait un peu de publicité il y a à peu près une année, c'est Bleu, qui a un partenariat entre Azure et Capgemini, qui lui fait de ses opérations et sa localisation en Europe. Nous n'avons pas, par contre, d'informations sur la localisation des contrôleurs, donc par défaut, je suppose, mais je n'ai pas d'informations sur ce sujet-là, que c'est localisé aux États-Unis, au contraire d'AWS qui va localiser ses contrôleurs en Europe. Donc voilà, on a vraiment un panorama qui est assez large. Il y a beaucoup d'acteurs. On a des acteurs locaux français, on a des acteurs européens, et ça va petit à petit grandir. On n'a plus, par contre, les acteurs qui existaient il y a une quinzaine d'années, comme CloudWorld, qui ont été financés par l'État français. Ils n'existent plus, se sont fait absorber par d'autres Ok, acteurs. Voilà, merci. donc on a vraiment un panorama très large. Dans le chat, du coup, on parlait de NumSpot aussi, qui manquait. Mm, c'est ça. Oui, oui, alors j'ai pas tout mis, effectivement. Il y a, c'est pour ça que c'est pas exhaustif, hein, ce Mm. tableau. Le but c'était d'en mettre 3 Français, 3 Européens. Et Voilà. également un autre commentaire pour Sense, aucun accès possible depuis les USA. Oui, alors attention, oui, ça a été indiqué par Google, mais il n'y a pas de validation juridique du point de vue américain sur ce point-là. Donc c'est très important de bien être sûr que l'intégralité des infrastructures sont bien localisées en France, et qu'il n'y a pas et qu'il y a une coupure avec les contrôleurs aux États-Unis. Il y a une coupure indiquée comme étant juridique, mais elle n'est pas technique. Donc encore un petit point où on n'est pas certain de ça. À voir, c'est pareil, c'est à vérifier. Je ne suis pas certain que Google ouvre l'intégralité de ses data centers pour aller démontrer cette problématique-là. Mais je comprends bien la question, hein. On ne sait Après, c'est pas. une Voilà. question, c'était juste une réflexion. Compris. Ouais, ça marche. Ok, merci Donc pour c'est ce varié, hein. tour d'horizon. Vous voulez faire un zoom sur les données de santé? Voilà, alors donc une fois qu'on a parlé de cloud souverain, on va pouvoir on parle beaucoup de souveraineté de ces données. Les données les plus contraignantes sont généralement les données de santé, c'est pas toujours vrai quand on parle de données militaires, mais les données de santé pour le grand public sont celles qui sont qui apportent le plus de contraintes. Et quand on va parler de ces données, on va d'abord commencer par se poser la question à savoir à quel niveau est-ce qu'on est concerné. Souvent, quand on parle de données de santé, on va penser à des données clients. On pourra penser par exemple à euh, euh, la sécurité sociale française, qui héberge énormément de données de santé. On peut aussi penser à un autre acteur privé qui a eu quelques difficultés d'ailleurs à gérer ces données, c'est Doctolib. Donc ça, on est vraiment sur la partie données côté client. Mais on peut aussi avoir des données de santé qui sont hébergées dans sa propre entreprise. Par exemple, quand on parle de gestion des ressources humaines, on peut aussi avoir cette problématique d'avoir des données de santé qui sont hébergées sur qui concernent chacun de ces employés qui sont hébergés chez nous. Donc il y a aussi cette problématique de souveraineté qui peut arriver dans n'importe quelle taille de société, à partir du moment où on fait de la gestion de ces ressources humaines. Et quand on fait de la gestion de ces ressources humaines, ça veut dire aussi à un moment ou à un autre qu'il y a des partenariats qui sont montés entre différentes entités d'une société. Et donc, pareil, il faut faire attention à la distribution de ces données de santé entre les différentes entités qu'on a au sein d'une même entreprise, et aussi les partenaires qui sont affiliés à ces entreprises. Donc attention, les données de santé, on peut les retrouver à peu près partout au sein d'un système d'information. À partir du moment où on commence à gérer des ressources humaines, on peut avoir des données de santé à l'intérieur. Et donc, quand on met en place ces typologies de données de santé, il va falloir savoir comment est-ce qu'on va démarrer pour sécuriser ces données. Donc, la méthode d'hébergement des données de santé peut permettre effectivement de sécuriser ces données, mais généralement, on va aussi avoir une problématique côté applicatif dans la manière de développer son application. Il faut vraiment particulièrement faire attention à la manière dont on gère les données au sein d'une application,
quand on parle de données de santé. De manière d'ailleurs globale, quand on parle de souveraineté, souvent on a une infrastructure qui peut être souveraine ou pas, mais quand on parle de souveraineté, c'est vraiment l'infrastructure qui est souveraine. Mais il faut aussi penser, et Philippe en a un peu parlé aussi sur les contraintes côté client, à la manière dont on va développer et dont on va déployer ces applications. C'est aussi dans cette partie-là qu'on va retrouver des problématiques de souveraineté. Et c'est vraiment une problématique de règles à suivre au sein de son système d'information. Et pour être sûr que l'intégralité de ces données et de ces applications est bien conforme, eh ben, on va réaliser des audits. Alors, les audits, ça va être contraint par les différentes typologies de normes ou de régulations qu'on va avoir. Dans le cadre de HDS, donc hébergeur certifié de données de santé, qui est français, et HIPA, qui est américain, on va avoir des audits qui sont trimestriels de ces données de santé. Quand on est dans d'autres normes, ça peut être annuel, ça peut être mensuel, ça peut être hebdomadaire, ça va dépendre vraiment de vos contraintes de régulation. Mais attention, quand on commence à mettre de la souveraineté quelque part, ça veut dire aussi, et Philippe l'a très bien dit, on revoit ces processus, et ça veut dire aussi que quand on revoit ces processus, il faut être capable d'auditer ces processus. Donc ça, ça a une importance euh, très prégnante quand on parle de souveraineté. Vraiment, mettez en place des processus de contrôle et d'audit. Philippe, si tu as un mot à rajouter dessus, je t'en Oui, prie. non, tu as tout dit, voilà, donc revoir ces processus et aussi de les revoir régulièrement. Ne pas se dire, bah, voilà, je les Oui. laisse comme ça pendant un an, parce qu'en fait, ça évolue en permanence. Donc voilà, c'est important de les revoir régulièrement. Ok, merci beaucoup. Et tu voulais parler effectivement, Philippe, un peu des avantages et des inconvénients. Oui, un petit peu justement les avantages et inconvénients. Donc c'est un peu une sorte de résumé un peu de ce qu'on a dit jusqu'à présent. Donc il y a donc des avantages. Sur la partie avantages, donc il y a cette histoire de sécurité renforcée. La protection des données, justement, la protection des données, elle est accrue, justement grâce aux mesures de sécurité et à la conformité des réglementations locales qui vont nous être imposées. Donc on pourrait voir ça comme un inconvénient, mais ça reste quand même un avantage parce qu'on reste conforme. Il y a cette souveraineté numérique qui justement réduit notre dépendance vis-à-vis des géants du numérique à l'étranger, et justement renforcer l'autonomie technologique d'un pays. Donc c'est ce que la France fait et met en place donc justement depuis plusieurs années. Il y a aussi cette conformité réglementaire avec un respect strict des lois et des réglementations locales en termes de protection des données, comme je l'ai dit tout à l'heure, la RGPD. Il y a aussi un point très important, c'est la confiance des utilisateurs, c'est-à-dire l'image que va véhiculer justement tel ou tel cloud souverain. Donc ça va renforcer la confiance ou non, mais pour moi ça va renforcer la confiance des utilisateurs, j'y crois, et notamment sur les données sensibles. Et l'avantage, c'est que on s'affranchit du risque de verrouillage technologique, comme on pourrait dire, c'est un peu le vendor locking quand on est chez un CSP. Ça évite justement à rencontrer cette difficulté le jour où on veut changer de fournisseur en raison de la spécificité de l'environnement. J'en parlais tout à l'heure justement avec la réversibilité des données. C'est quelque chose qui se fait, c'est plus adapté. Voilà. Et enfin, la partie inconvénient, comme on l'a dit tout à l'heure, donc des coûts plus élevés, donc des investissements importants pour la mise en place et le maintien des infrastructures, une complexité technique qui reste vraiment à prendre en compte, donc la nécessité de compétences spécifiques dans la gestion et la maintenance de l'infra, et aussi forcément une offre de service moins large, parce que service de catalogue moins étendu que celui des grands fournisseurs de cloud. Donc, voilà, de mon point de vue, comment on pouvait faire un récapitulatif. Je ne sais pas si Sylvain, tu as des choses que tu voudrais rajouter en avantage, en inconvénient. On voit qu'en fait, on a les inconvénients de ces avantages. C'est-à-dire que quand on renforce sa sécurité, ça va induire forcément des coûts plus élevés. Ça va induire aussi une complexité technique non négligeable. Et ça va aussi induire côté utilisateur, côté client, de bien faire attention à la manière dont on utilise l'ensemble des services fournis par son fournisseur de cloud. C'est ça. Alors, merci effectivement pour toute cette présentation. Donc là, on arrive sur la fin. Donc là, on va vraiment passer sur du concret, c'est-à-dire vous, dans votre entreprise, donc vous vous posez des questions autour de la souveraineté, autour du cloud en général, etc. C'est comment démarrer en fait concrètement. Quelles sont les premières marches entre guillemets que vous allez franchir ou les premières questions à vous poser pour initier ou pas ce projet. Est-ce que vous voilà. Donc du coup, il y avait comment dire des premières problématiques, des premières questions auxquelles je pense il faut se poser avant de démarrer son projet. Donc
On va vous mettre un sondage en fait à l'écran. L'objectif, c'est juste de comprendre quelles questions vous vous posez, vous, de votre côté. Vous êtes à quel niveau, en fait, de réflexion autour de la souveraineté? Donc, est-ce que vous posez la question, voilà, dans quelle mesure mon activité est-elle réglementée? Ai-je besoin d'un cloud souverain? Donc, effectivement, est-ce que ça nécessite un cloud souverain? Et est-ce que vous êtes au niveau de vous dire quelle typologie de données dans votre SI peut être concernée par la souveraineté? Et puis, plutôt sur la mise en œuvre, quelle différence entre un projet cloud classique et un projet cloud souverain? Donc, on va vous laisser quelques secondes pour répondre à ce sondage. Donc, on a effectivement quelques premières réponses. Et puis là, l'objectif, voilà, c'est d'y répondre petit à petit. Est-ce que voilà, cette question est légitime et quel est le niveau de réponse qu'on peut apporter en fonction. Donc, Sylvain, Philippe, je vous laisse la main. Dans l'onglet sondage, vous avez les retours des différents participants. Et on remarque qu'effectivement, les gens se posent plutôt de la question de quelle typologie de données sont concernées par la souveraineté. Alors, pour la typologie de données, on en a déjà un tout petit peu parlé, hein, Philippe l'a présenté tout à l'heure, c'est vraiment la partie RGPD généralement qu'on va voir. J'en ai parlé aussi un petit peu de mon côté sur la partie données de santé. À partir du moment où on a des RH, il y a l'éventualité d'avoir des données de santé. Donc, à l'arrivée, quelles typologies de données sont concernées par la souveraineté? On va avoir ces données personnelles et ces données à caractère de santé qui seront de toute façon concernées à un moment ou à un autre. Donc, de manière générale, ça va concerner à peu près 100% des entreprises dès qu'elles commencent à faire de la gestion de leurs ressources humaines. Et puis peut-être un petit peu plus loin, quand on a des données personnelles qui sont hébergées à un moment ou à un autre, qu'on soit sur de l'activité interne ou de l'activité externe à l'entreprise, il faudra bien aussi penser à faire attention à cette souveraineté des données. Et donc, globalement, on est quasiment tous concernés. Après, pour la deuxième question, est-ce qu'il y a une différence entre un projet cloud classique et un projet cloud souverain? On verra un petit peu plus loin, mais globalement, ça se ressemble énormément dans la manière dont ça se déroule. Par contre, ce qu'il va y avoir, c'est les contraintes technologiques vont être très différentes. Philippe en a beaucoup parlé aussi. Il a bien insisté sur le fait que quand on parle de fournisseurs de cloud souverain, on a moins de services qui sont tout prêts à être utilisés. Ça veut dire qu'il y a un petit peu plus d'efforts côté client à faire des Voilà. développements et à faire de l'usage de la plateforme. La trajectoire, justement, elle est légèrement différente, elle est vraiment, enfin, c'est similaire, mais avec des spécificités liées justement au cloud souverain, comme on l'a évoqué durant cette table ronde. Et puis, les deux premières pour le coup, qui sont pas forcément les plus représentatives, enfin les plus représentées par l'audience. Bah, sur la partie cloud souverain, est-ce qu'on en a besoin? Bah, moi, j'ai envie de dire, comme je le disais tout à l'heure, ça dépend de notre activité, de l'activité, enfin, le cœur d'activité de l'entreprise. Si on fait de l'armement, ce genre de choses, bah, on va être, oui, on va avoir des lois ça va s'imposer de lui-même. Soit on va dans un cloud privé et là on gère tout du sol au plafond, ou soit on va vers un cloud souverain qui garantit vraiment des grosses mesures de sécurité. Donc ça dépend vraiment voilà, enfin voilà, un Netflix va pas aller sur du cloud souverain, voilà, il y a aucun intérêt. Mais voilà, une société qui fait qui a des données sensibles, que ce soit même du Dassault, hein, ce genre de choses, ou Orano, voilà, enfin, je pense que voilà, la question se pose pas. Voilà, c'est vraiment le cœur du métier de l'entreprise qui va décider de ça. Et après, il y a aussi une évaluation, parce qu'on ne va pas tout migrer. Un SI, enfin une société qui a des données confidentielles, ce genre de choses, ne va pas migrer non plus toutes ces données non plus sur du cloud souverain. Il va auditer, comme l'a dit tout à l'heure Sylvain, une partie de son périmètre et sélectionner quelles sont ces applications qui sont critiques, avec un certain niveau de criticité par application, et faire un choix pour savoir lesquels il va vouloir mettre dans du cloud souverain. Généralement, ça se fait graduellement, ça fait la moins, celle qui est sur l'échelle la plus basse va être privilégiée en premier, et après on va voir comment ça se comporte, et ensuite on hausse le niveau de sécurité, enfin on hausse le niveau de migration des applications en fonction du niveau de sécurité qu'on a, et aussi la confiance qu'on acquiert avec le fournisseur sur plusieurs mois ou années, pour voir si ça réagit bien et si on n'a pas de surprise. Ok. Alors, n'hésitez pas à poser vos... Excuse-moi, je t'ai coupé, Sylvain. N'hésitez pas à poser vos questions. Là, on est vraiment sur la fin du webinaire. On a juste une slide après. Donc, c'est vraiment le moment pour poser toutes vos questions. Je rebondis, Sylvain, Philippe. Donc, il y a
quelqu'un pose la question dans le chat par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure. Pourquoi est-ce que OVH n'est pas considéré comme un cloud souverain? Est-ce que tu peux... Alors, c'est pas une problématique de considération, c'est une problématique de présentation. OVH ne se présente pas comme étant un fournisseur de cloud souverain. Il pourrait l'être, parce qu'il correspond effectivement aux critères qui ont été définis en début de présentation, mais il se présente pas comme étant un fournisseur de cloud souverain. Là, on est sur une affaire de communication, plus qu'une affaire de technique et technologique. Ils pourraient, ils le font pas, c'est tout. D'accord. Mais ok, merci beaucoup. Mais alors du coup, est-ce que le cloud souverain, c'est pas que du marketing, c'est pas juste entre guillemets affiché qu'on est sur Ah, un cloud souverain et j'ai pas dit ça, hein. Non, 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 j'ai pas dit ça. J'ai juste indiqué que on peut. ouais. J'ai pas compris ce que tu disais par Non, contre, je disais, Ophélie. c'est juste une question qu'on se pose dans le sens où est-ce qu'on peut se dire parce que OVH ne communique pas sur la partie cloud souverain, mais l'est quand même. En fait, Est-ce- ils le sont quand même. Ils veulent faire un cloud de confiance, D'accord. mais c'est-à-dire Oui. qu'ils veulent, ils appliquent en fait comment on pourrait dire Les les principes? lois françaises et les principes, voilà. Mais enfin, ils se survendent pas comme un cloud souverain, voilà. C'est ça. Le Voilà. changer en fait. La nuance, elle est Ok, subtile, voilà, quand même, hein. d'accord. Ouais, c'est une histoire de communication. Ils sont vraiment en train ils appliquent l'intégralité des contraintes qu'on a dans un cloud souverain, et pourtant ils ne le présentent pas. Ils ne l'expliquent pas. Ils pourraient. D'accord. Ok, très bien, merci. Quelqu'un dans le chat dit que OVH a bien le visa Secnum Cloud, donc il l'est. D'accord. Oui, 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 ils l'ont. Ils l'ont, mais ils font pas de publicité autour. Super, merci. Et du coup, effectivement, donc comment démarrer un petit peu, enfin voilà, par quel est le chemin Alors, qu'il faut emprunter? ce qu'on vous présente là, c'est vraiment un processus de démarrage de migration éventuelle de vos données vers un cloud souverain. Donc ça ressemble beaucoup à une migration classique vers un cloud tout court, sauf qu'on a quelques étapes supplémentaires qui sont en préambule. Donc ça va d'abord démarrer par l'analyse de l'ensemble de ce que l'on a dans son parc, quelles sont les données que l'on a dans son parc applicatif, et d'être capable d'évaluer quelles sont les typologies de données, quelles sont celles qui sont souveraines, quelles sont celles qui ne sont pas souveraines, et de voir aussi si elles sont imbriquées les unes avec les autres. Ça, c'est une contrainte dont on n'a pas forcément parlé, mais quand on parle de données souveraines, parfois, il y a une donnée souveraine à côté d'une donnée non souveraine et qui ne peuvent pas être découplées. Quand on ne peut pas les découpler, la donnée non souveraine devient de facto souveraine parce qu'elle est contaminée par une donnée qui est souveraine. Et donc ça, c'est vraiment la première étape de son processus, c'est d'être capable d'évaluer et d'analyser l'existant dans son parc et d'éventuellement savoir aussi ce que l'on va avoir un peu plus tard comme projets qui vont arriver. Puis une fois qu'on a été capable d'analyser l'existant, alors ça c'est des choses que chez Synapsys on est tous capables de faire, Philippe comme moi, comme d'autres consultants, on sait effectuer l'intégralité des étapes qu'on vous présente, soit de manière unitaire, soit sur la totalité des étapes. Et donc quand on parle de données et de démarrer son projet, une fois qu'on a analysé l'ensemble de son parc et de ses données, on va choisir quel type d'hébergement on va pouvoir utiliser. Alors là, cette fois-ci, Philippe en a beaucoup parlé, c'est on va voir quels sont les services proposés par un ou plusieurs hébergeurs de cloud souverain. Comment est-ce que cet hébergeur de cloud souverain est régulé? Comment est-ce que nous, clients, on est régulé? Et de cela, il va en découler une matrice de décision qui permettra de savoir quels sont le ou les fournisseurs de cloud souverain qui peuvent nous aider à concrétiser l'intégralité de notre projet. Bien penser aussi au fait que lorsqu'on part dans du cloud souverain, ça n'empêche pas non plus d'avoir un cloud tout court, un cloud public ou un cloud privé à côté en plus pour héberger des données qui ne sont pas, des données et des applications qui ne sont pas soumises à contraintes de souveraineté. Et enfin, une fois qu'on a analysé son parc, on sait vers quel mode d'hébergement, on va aller voir on va calculer l'éligibilité de chacune des applications, d'aller vérifier si elles contiennent ou pas des données de cloud souverain, si elles interagissent ou pas directement avec des données souveraines. Et donc là, on va mettre en place encore une fois une grille de choix et on va pour pouvoir découper et lotir sa liste d'applications. Et puis une fois qu'on a fait ça, on part vraiment dans un processus cette fois-ci qui est très 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 classique. Ça va être d'un côté du plan de migration avec des plannings, de la gestion de projet, des lotissements, des découpages par application, des vagues, etc. Ça va permettre de migrer réellement. Et en parallèle de ça, Philippe en a beaucoup parlé aussi,
Quand on parle d'hébergeurs fournissant des clouds souverains, ça va aussi nécessiter beaucoup de formations en parallèle. Donc, ça va être de l'accompagnement au changement, ça va être des formations classiques, ça va être des formations spécifiques aux fournisseurs de cloud souverains, ça va être des formations aussi tout simplement génériques sur qu'est-ce que c'est qu'un fournisseur de cloud. Donc, on a vraiment ces deux aspects où on démarre d'un côté la migration et en même temps, on va vraiment faire une mise en place d'un accompagnement pour du suivi, pour faire des formations et pour être certain que l'ensemble des collaborateurs comprennent quels sont les enjeux et quelles sont les imbrications techniques que l'on peut avoir quand on parle de souveraineté de ces données et quelles sont les contraintes aussi que l'on a dans ce cadre-là. Mais aussi une Voilà. contrainte aussi de Philippe? recrutement aussi. Il y a aussi, une partie un peu recrutement en termes de je veux dire en parallèle de la formation où, justement, bah, on doit faire justement adhérer le personnel au changement et les former en parallèle de ce plan de migration. Il y a aussi généralement un tout petit peu avant le plan de migration, justement la période de recrutement. Donc, c'est aussi large si on a besoin aussi de recruter des personnes qui connaissent éventuellement déjà les technologies du CSP vers lequel on veut aller. Donc c'est tout un tas d'étapes à justement à bien schématiser, à se faire une belle roadmap et à définir, bah, voilà, quand on veut l'appliquer. Et donc, pour terminer sur cette partie comment démarrer, côté Synapsis, alors il n'y aura pas une personne qui aura toutes les connaissances qui sont présentées dans cette feuille de route, ça va être un petit peu découpé, mais on a tous des équipes qui permettent de mettre en place ce genre de projet. Voilà. Donc on peut démarrer avec vous sur cette typologie de programme, sur comment mettre en place de la souveraineté de ces données et comment migrer ces données vers un cloud souverain. Donc Il Philippe y a et une, moi, ce sera sur la partie technique et il y d'autres a- sur de la partie un peu plus métier. Je t'en prie, Nathalie. il y a une Question, c'est question ça? dans le chat exactement sur la durée moyenne de ces étapes. Ben, Ah, ça va varier, mais vas-y, je te laisse répondre, Fien, vas-y. alors, effectivement, c'est une très bonne question. Ça va dépendre de la taille de la société. Quand on est sur une société de 100 personnes, on va avoir les 3 premières étapes qui vont prendre un trimestre. Et quand on est sur une société de la taille d'un groupe bancaire, ça peut prendre 2 ans, les 3 premières étapes. Et puis après, passer sur la phase de migration classique qui, elle, prend entre 12 à 18 mois quand on est dans un grand groupe. Et par contre, quand on est dans une société de la taille de Synapsis, qui est un petit peu plus petite quand même, où là, on est sur quelques mois. Donc ça peut varier énormément en fonction du périmètre. Il faut quand même garder à l'esprit que quand on fait une migration, que ce soit du cloud ou du cloud souverain, on part sur quelques années. Oui, oui. Surtout l'aspect mise en place, ça c'est effectivement quelques mois ou quelques années, on va dire. Enfin, généralement, ouais, 16-18 mois. Mais après, 3 effectivement, mois, la ouais. partie, voilà. Mais après, tout ce qui est partie migration applicative, parce que, bah, justement, on aura fait un assessment bien en amont pour identifier quelles sont les applications éligibles. Et c'est là qu'après, on va définir une sorte de roadmap. Et dans certaines entreprises sur lesquelles on a pu travailler, c'est des programmes qui peuvent durer 4, 5, Une 6 ans. décennie. Ou des fois une décennie, voilà. Donc, c'est en fonction, voilà, du périmètre et puis de la criticité des applications qu'on veut migrer. Voilà. En tout cas, effectivement, avant, entre guillemets, de se poser des questions, nous, l'objectif, c'est peut-être déjà de faire une première rencontre pour comprendre un petit peu le contexte dans lequel vous vous inscrivez et déjà de pouvoir dimensionner ou donner un petit peu une macro-estimation, entre guillemets, de ce que ça peut représenter. Et puis, voilà, comprendre effectivement, est-ce que vous êtes concerné, quelles applications sont éligibles, approfondir aussi justement les différents acteurs qu'il y a sur le marché. Donc déjà, cette première phase, on va dire, d'évangélisation, entre guillemets, nous, on est à disposition pour vous accompagner à l'occasion d'un call ou autre, justement sur une première mise en bouche, entre guillemets, là-dessus. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre participation et pour vos questions, etc., pour l'attention que vous avez portée sur ces sujets qui sont quand même très intéressants, mais qui nécessitent un petit peu d'être débroussaillés, on va dire. On va simplement vous mettre à disposition un lien, enfin un sondage que vous pouvez remplir en à peu près 30 secondes, juste pour comprendre un petit peu si on a répondu à vos questions. Et puis, s'il y a d'autres sujets sur la partie cloud, DevOps ou autres, qui pourraient être intéressants à aborder dans les mois à venir. Ça nous permet d'orienter un peu les contenus. On vous enverra la présentation juste après cette session, en début d'après-midi, je pense. Et puis, on vous recontactera, mais n'hésitez surtout pas à revenir vers nous si vous avez la moindre question, si justement vous voulez échanger avec un de nos experts, avec Sylvain ou avec Philippe, pour comprendre si vous êtes concerné et quelles seraient les premières étapes justement pour amorcer ce projet. Merci en tout cas beaucoup pour votre participation. Merci Sylvain, merci Philippe. C'était De rien, Merci. Merci à avec tous. plaisir. merci beaucoup.
Très bonne journée à tous. Au revoir. Bon appétit. Merci beaucoup.